Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode information, message, signal, données, secret. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier où nous allons essayer de survoler l'univers de l'information et des renseignements. Dans cet univers numérique, message, information, signal, données, vous pourriez être perdu par tous ces termes barbares, blockchain, vulnérabilité, algorithme. Je vais essayer, là encore, de vous donner un peu d'éclairage historique, technique et juridique autour de ces notions d'information, de message, de renseignement. Car science sans conscience n'est que ruine de l'âme, François Rabelais nous le disait justement, vous pourriez vouloir savoir comment tout ça marche techniquement, comment sont faites les lois, comment aujourd'hui sont collectées des informations que nous allons appeler renseignements. Pardon, j'ai encore oublié de me présenter. Je suis Supera, je suis avocat chez Constellation.lo. Chez Constellation, nous gérons des problèmes de droit du numérique pour des entreprises du numérique ou des entreprises qui souhaitent utiliser les outils numériques. Nous sommes là pour les accompagner. Pour vous rendre l'ensemble de ces problématiques un peu plus compréhensibles, moi j'ai choisi de vous expliquer tout ça en bande dessinée. Et aujourd'hui, comme hier, vous allez voir les problèmes autour de l'information, des messages, du signal, du support, du transport et de la conservation, du secret de ces informations. Les problématiques sont toujours les mêmes. Pour vous rendre ce petit parcours agréable, nous allons replonger pour la deuxième fois dans cet univers exceptionnel de la Nef des Fous. Aujourd'hui, information et renseignement. Qu'est-ce que c'est que le renseignement ? Pour comprendre cet univers, vous le voyez avec ces personnages dont vous ne voyez pas les visages, ce monde de l'ombre, ça sent un peu l'espionnage. Qu'est-ce que c'est que le renseignement ? Eh bien, pour définir ce terme de renseignement, d'abord c'est une activité de recueil d'informations brutes et de leur analyse pour les transformer en informations pertinentes. J'ai une donnée qui n'a aucun intérêt, je vais la contextualiser de manière à obtenir une information pertinente. Le renseignement, c'est également le nom des institutions d'une nation, d'un pays, dont la fonction va être de collecter et d'analyser par des moyens propres, en source ouverte ou de manière plus confidentielle, voire parfois illégale, des informations. On va collecter des informations pour s'en servir derrière. Et vous voyez au final cette notion de renseignement, ces services de renseignement que je vais vous évoquer dans un instant, qu'est-ce que c'est qu'un renseignement ? C'est une information pertinente, ça n'est pas n'importe quelle information, c'est une information qui va servir pour permettre à une institution politique, policière ou militaire avoir la bonne information qui permettra de prendre, il faut l'espérer, la bonne décision. Donc vous voyez cette notion d'information, de renseignement pour les SSR, en fait, qui s'appellent eux-mêmes les services, ils s'appellent eux-mêmes les services de renseignement, eh bien, je prends une donnée, une information, je vais la qualifier, je la contextualise et j'en obtiens un renseignement. Ce qui est intéressant dans ce terme renseignement, c'est qu'il est traduit en langue anglaise par la notion de intelligence. Voilà, Central Intelligence Agency, c'est l'agence centrale de renseignement des États-Unis. Voilà, on oppose souvent ces deux termes, et vous verrez pourtant que dans un prochain épisode, le terme intelligence est également utilisé dans le droit français pour parler des renseignements fournis à l'ennemi. Voilà, un petit aperçu de ce que sont aujourd'hui les services spécialisés de renseignement. Il n'y a rien de très secret, tout ça est public, il suffit d'aller lire le JO, qui n'est pas toujours d'une lecture très agréable, et je vous propose une petite plongée dans cette loi qui a été très décriée en 2015, la loi renseignement, c'est son titre officiel. Voilà, là, pour illustrer cette loi renseignement, l'image traditionnelle qu'on peut avoir, c'est cette image du chanoine, ce film exceptionnel, Les Barbouzes, voilà, cet univers du renseignement, des espions. Vous voyez, on va brancher avec un casque, on va brancher des fiches pour aller écouter de manière cachée la personne dont on veut capter des informations, des renseignements. En France, rien de très secret, les services spécialisés de renseignement, vous en avez 7 aujourd'hui. Bien sûr, d'abord, on va parler de renseignement militaire, la DPSD, la DGE, le renseignement extérieur, la DRM, la direction du renseignement militaire, vraiment, c'est l'imagerie militaire collectée par les satellites. Voilà. Donc vous avez déjà 3 services de renseignement très officiels rattachés au ministère de la Défense.
un service qui est également assez connu quand même, rattaché au ministère de l'Intérieur, la DGSI, qui maintenant regroupe l'ensemble des services de renseignement dits territoriaux à l'époque. Vous avez ensuite le ministère de l'Économie qui dispose de 2 services de renseignement propres. Vous avez bien sûr la DNRED, dont le titre officiel est Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Donc là, on va commencer à toucher l'importation, l'exportation et la partie financière du renseignement. Et bien sûr, TracFin, qui est un service qui permet de piloter, lui, vraiment les transactions financières émises ou transmises depuis le territoire national. Et depuis 2019, un nouveau service de renseignement a été créé, le service national du renseignement pénitentiaire. On sait que la doctrine djihadiste s'est beaucoup répandue dans le milieu carcéral, donc il est apparu comme nécessaire d'avoir un service de renseignement, donc il n'est pas un service judiciaire, qui traite des informations, des renseignements qui sont éventuellement possibles d'obtenir de la part des détenus, contre leur gré bien évidemment. Alors pour comprendre cet univers un peu mystérieux du renseignement, quelles sont les missions des services de renseignement? Eh bien, ces missions sont pareilles, publiques, vous les trouvez donc au départ dans la loi renseignement, aujourd'hui dans le Code de la sécurité intérieure. On ne va pas toutes les prendre, mais il y en a 7, elles sont aujourd'hui très publiques. Vous voyez, ça va depuis la défense nationale, la protection de la politique étrangère de la France. Vous trouvez dans ces missions l'espionnage économique, le renseignement économique, puisqu'on vous dit bien que les services de renseignement sont chargés de la protection et de la promotion, la défense et promotion, le côté passif et actif, des intérêts fondamentaux de la nation, au titre desquels vous trouvez les intérêts économiques, industriels et scientifiques de la France. Bien sûr, dans les missions des services de renseignement, vous avez la prévention du terrorisme. Vous voyez, là, vous avez ce terme prévention qui apparaît. La prévention de la criminalité, de la délinquance organisée. Voilà, la dernière des 7 missions officielles des services spécialisés de renseignement, la prévention de la prolifération des armes de destruction massive. Donc, vous voyez, si vous prenez ces 7 missions, 4 fois, vous avez ce terme prévention qui apparaît, qui montre bien la différence entre un service de renseignement qui va agir avant la commission d'une infraction. On essaye de prévenir pour guérir, entre guillemets, ça ne sont pas des services judiciaires, la justice n'a rien à faire dedans, on ne va pas en procédure judiciaire derrière, c'est vraiment une branche à part du renseignement. On va chercher l'information avant. Voilà, vous verrez qu'en fait, cette notion d'intérêts fondamentaux de la nation a 2 définitions en droit français. Donc cette définition qu'on vient de voir pour les services de renseignement, qui n'est pas la même que celle qu'on verra dans un prochain épisode sur les délits pénaux qui peuvent être utilisés, notamment lorsque des informations sont transférées au profit d'une puissance étrangère. Vous voyez, on part de cette notion d'intérêts fondamentaux de la nation. Eh bien, les critères ne sont pas les mêmes et certaines notions ne se retrouvent pas dans une définition ou dans l'autre. Je vous passe le détail. Voilà, un bref rappel de comment fonctionne la loi renseignement, comment les services de renseignement peuvent être autorisés à pratiquer, en clair, des écoutes, où aller capter des données numériques sur des réseaux de communications électroniques. Comment ça marche ? Vous avez 2 procédures qui sont tout à fait décrites dans le Code de la sécurité intérieure. Allez lire, vous allez voir, c'est assez pénible. Pour vous le résumer, eh bien, globalement, vous avez un ministre qui va demander, donc le ministre de l'Intérieur, le ministre des Armées aujourd'hui, puisqu'on n'a plus un ministre de la Défense, mais un ministre des Armées, le ministre de l'Économie va demander à son service une autorisation de procéder à une collecte d'informations dont on espère qu'ils deviendront des renseignements. Et cette procédure ordinaire passe par l'information d'abord au profit d'une commission administrative qui s'appelle la CNCTR, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Cette commission donne un avis facultatif au profit du Premier ministre qui lui seul peut décider oui ou non l'autorisation de mise en œuvre de la technique de renseignement qui est demandée par le ministre. Une fois que le Premier ministre autorise cette mise en œuvre de la technique de renseignement, il y en a plusieurs, eh bien le ministre lui reçoit pour une durée de 4 mois maximum, renouvelable, rassurez-vous, eh bien le ministre reçoit son autorisation et pourra ensuite autoriser officiellement ses services à mettre en œuvre les mesures de collecte de renseignement. Est prévu dans cette loi, comme toujours, une mesure dérogatoire, une procédure dérogatoire d'urgence où la demande d'autorisation est transférée directement au Premier ministre
qui peut l'autoriser de manière extrêmement rapide en ne prévenant qu'après la fameuse Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Donc le ministre demande, le Premier ministre, ses services, bien évidemment, ça n'est pas lui qui signe en direct, le Premier ministre autorise et a posteriori, dans les 24 heures, le Premier ministre va justifier de cette autorisation dérogatoire, justifiée pour des motifs d'urgence, et le ministre donnera lui-même le feu vert à ses propres services de renseignement. Donc une procédure ordinaire avec une information d'une commission presque indépendante. Maintenant, ce qui est intéressant de voir dans cette loi renseignement, c'est quelles sont les informations, quels sont les renseignements, comment est défini dans la loi ce que les services de renseignement peuvent se faire autoriser à les collecter sur le territoire national. Puisque la loi renseignement va traiter vraiment de l'information, du renseignement sur le territoire national, avec une loi qui a été prise postérieurement pour le renseignement pris à l'étranger. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les services de renseignement, nos services, peuvent être autorisés à recueillir des, ouvrez les guillemets, des informations et documents. Voilà. Dans la loi du 24 juillet 2015, dans la loi renseignement, il est utilisé cette notion d'information et documents. Et pas de chance, quand on va lire les textes, il n'y a aucune définition de ce que sont les informations et documents. Il faut aller lire le texte vraiment pénible de cette loi du 24 juillet 2015 pour essayer de comprendre ce que sont ces informations ou documents. Parce qu'il faut être clair, soit vous allez écouter des correspondances privées, auquel cas vous avez accès à un contenu d'une correspondance privée, soit vous allez traiter uniquement des métadonnées. Je vais vous expliquer dans un instant. Eh bien en fait, lorsque la loi a été adoptée, tout de suite un recours au Conseil constitutionnel a été fait. Et le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 23 juillet 2015, qui est accessible en ligne, donc il n'y a rien de bien mystérieux, le Conseil constitutionnel a bien précisé dans sa décision que les renseignements, cette notion d'information et documents, eh bien ça ne peut être en aucun cas le contenu des correspondances. C'est-à-dire qu'on peut vous surveiller, aller collecter des informations qui vont devenir des renseignements. Ces informations, ce ne sera pas le contenu de vos correspondances écrites, ce ne sera pas le contenu de vos communications verbales, ce sera autre chose. Et qu'est-ce que c'est que cette autre chose? Alors si ces informations et ces documents, ce ne sont pas le contenu de vos correspondances, ce n'est pas l'information que vous allez échanger de manière verbale ou écrite ou visuelle via une application vidéo, eh bien c'est ce qu'on appelle les métadonnées. Et là, pour beaucoup de juristes, pour les techniciens, si vous êtes dans l'univers tech, les métadonnées, ça ne vous pose pas de problème. Pour les juristes, c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce que c'est ces fameuses métadonnées? Donc les métadonnées, ce sont ces informations et documents. Le terme technique, ce sont les métadonnées. Alors là encore, cette notion information et documents, métadonnées, qu'est-ce que sont ces métadonnées qui ne posent pas de problème à tous ces professionnels qui travaillent dans l'univers technique des communications électroniques? Ces métadonnées, ce sont tout simplement des données techniques qui vont permettre techniquement de transférer un contenu, une correspondance écrite, une correspondance visuelle, une correspondance sonore, d'un terminal au profit d'un autre terminal. Voilà, vous avez cette notion de contenu, vous voulez parler dans votre téléphone, eh bien il faut que votre téléphone il soit identifié dans un réseau de communications électroniques. Ça fait beaucoup de termes barbares. Il y a un point de départ qui va être votre terminal d'émission, un terminal d'arrivée, le destinataire de cette information. Pour transférer ce contenu, il va falloir utiliser des métadonnées. Allez, concrètement, c'est quoi ces métadonnées? Eh bien, c'est mon téléphone, je suis tel numéro de téléphone, je suis l'émetteur, je suis localisé à partir de tel endroit, j'utilise telle adresse IP, c'est mon adresse email. Où suis-je localisé? Vers où? Point de départ, point d'arrivée. À quelle heure? À quelle date? Pendant combien de temps? Ces métadonnées vont être utilisées pour les opérateurs télécoms pour vous facturer la durée de vos communications vidéo, de vos communications orales. Les opérateurs télécoms font ça depuis très longtemps. On va simplement dire tel terminal a appelé terminal à telle heure, ça a duré tant de temps. On ne sait pas ce que vous aurez dit. Les opérateurs télécoms, nous en parlerons dans un prochain épisode sur le secret, les opérateurs télécoms ont interdiction de venir écouter vos conversations. Par contre, ils ont besoin de savoir depuis quel point vous avez émis votre communication. Vous êtes peut-être avec un téléphone mobile, donc il faudra qu'un réseau, en tout cas qu'un relais, capte votre conversation pour transporter cette information et la délivrer de manière technique. Sur quel type de terminal? Vous allez passer par du Wi-Fi, vous allez passer par de la 4G. Quel est l'operating system de votre téléphone? Vous aurez un Android, vous aurez un Apple, vous aurez autre chose. Vers quelle plateforme? Toutes ces données sont des données purement techniques.
Et pour les regrouper, on les appelle les métadonnées. Eh bien, aujourd'hui, ce sont ces métadonnées, qui vont permettre d'identifier un terminal pour faire partir une information, peut-être même un renseignement, et pour transporter cette information via un signal au profit d'un destinataire qui va recevoir cette information et peut-être, s'il décode cette information, obtenir le renseignement précieux qu'il veut obtenir. Voilà. Juste pour anticiper à peine un prochain épisode où nous parlerons bien sûr de données et de données à caractère personnel, puisque ces sujets sont liés. Aujourd'hui, dans l'univers de la publicité ciblée en ligne, eh bien, si vous identifiez un terminal à 99% de probabilité, peut-être vous ne connaissez pas le nom et le prénom de la personne qui utilise ce terminal. Mais si vous identifiez ce terminal et que vous êtes capable de faire de la publicité ciblée, vous faites un traitement de données à caractère personnel. Indirect peut-être, mais en tout cas, vous êtes quasiment sûr que vous toucherez la bonne personne. Eh bien, vous ferez une collecte de données à caractère personnel via ces réseaux de communications électroniques, probablement en utilisant que ces métadonnées. Juste un aparté, comment sont protégées en droit ces fameuses métadonnées, ces données techniques qui permettent de transporter cette information d'un terminal vers un autre terminal? Je vous laisse apprécier la réponse de cet univers de BT très sympa que nous évoquerons dans un prochain épisode de manière un peu plus détaillée. Eh bien non, les métadonnées ne sont pas protégées par le secret des correspondances. Ces données techniques sont notamment accessibles aux services de renseignement via la notion complètement bidon d'information et documents. Un dernier point qui est intéressant à voir dans cette loi renseignement, là on va attaquer la technique pour comprendre comment ça marche, ce traitement algorithmique des métadonnées. Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, donc nous sommes dans un cadre extrêmement restrictif dans l'ensemble du dispositif de la loi renseignement, il est dit que peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel des informations ou documents, alors je suis obligé de lire, relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien avec une menace terroriste. Voilà. Lorsque nous, les juristes, avons découvert la manière dont est rédigée cette loi, nous avons un peu de mal à comprendre ce que ça voulait dire. Quelle est la réalité derrière ? Eh bien, la réalité aujourd'hui, c'est que les services de renseignement peuvent imposer à des opérateurs télécoms ou à des fournisseurs d'accès à Internet de mettre en œuvre un procédé matériel et logiciel, en clair, un serveur, qui va aller copier le trafic Internet, tout le trafic Internet, pour être capable ensuite d'analyser via des logiciels, ce qu'on appelle le traitement algorithmique. On va avoir des logiciels censés être intelligents qui vont essayer de détecter des patterns, voilà, ça c'est le terme technique, en fait des moyens, des canaux de communication entre des gens qui seraient suspectés de terrorisme. Alors le dispositif légal est extrêmement barbare. Globalement, on va demander à un logiciel d'aller analyser le trafic Internet, quel qu'il soit, de tout le monde, pour essayer de découvrir comment des gens peuvent essayer d'utiliser ces moyens de communication actuels aujourd'hui pour se passer de l'information terroriste, se fixer des projets d'attentats, se regrouper, se recruter entre eux. Eh bien, c'est un dispositif légal qu'on va appeler le traitement algorithmique des métadonnées. Et lorsque cette menace terroriste va pouvoir être détectée, puisqu'on n'est pas en phase judiciaire, les projets d'attentats par exemple, sont des projets, ils ne sont pas concrétisés, la justice ne peut pas intervenir, les services de renseignement, donc par la loi de renseignement de 2015, ont cette capacité à aller faire de la prévention et de la détection de comportements numériques suspects. Et une fois que ce comportement numérique aura été identifié, ce qui apparemment est assez difficile à faire techniquement, eh bien là, on sera en mesure, les services de renseignement seront en mesure de demander aux autorités politiques, au Premier ministre, d'autoriser l'identification des personnes qui sont derrière ces numéros qui s'appellent de manière particulière, ces canaux de communication qui sont anormaux, voilà, qui sont dissonants par rapport à ce que font les utilisateurs normaux de ces réseaux de communication. Voilà, je vous laisserai aller lire le détail assez barbare de la manière dont ces lois sont écrites, avec la problématique en fait qui nous pose un vrai problème pour nous juristes. Eh bien, si toutes ces données sont collectées via des réseaux de communication électronique, et vous allez voir les durées de conservation de ces données de manière préventive sont extrêmement longues, eh bien, qui va lire derrière tous ces messages ? Ça va être des logiciels qui vont analyser les contenus de vos conversations verbales, parce qu'aujourd'hui ça se fait très très bien. Ce sont des logiciels qui vont aller lire les messages que vous échangez par email, par messagerie instantanée, éventuellement même chiffrés.
Oui, la durée de conservation de ces informations collectées de manière préventive, vous voyez, c'est l'article L851.1, c'est très très chic à lire, du Code de la sécurité intérieure. Si ces informations ont été collectées de manière préventive, pendant 4 ans, elles peuvent être stockées pour être exploitées. Si ces données sont chiffrées, les données seront conservées pendant 6 ans par les services de renseignement. Et si ces éléments permettent de détecter des éléments de cyberattaque, eh bien ces données collectées seront conservées de manière illimitée. C'est dans le texte de la loi. Voilà. Je vais m'arrêter là de mes explications sur la loi renseignement. Vous voulez en savoir plus sur cette loi qui a déjà été beaucoup modifiée, toujours modifiée dans le sens de plus de pouvoir pour les services de renseignement. Vous n'hésitez pas, il est accessible sur mon blog en ligne, ledieutrait-d'unionavocat.fr, l'étude complète des mécanismes de la loi renseignement, illustrée avec Les Barbouzes, ce film de 1964 déjà, qui est assez parlant. Voilà, je sens que vous êtes épuisé, je suis moi-même extrêmement fatigué par l'ensemble de ces informations, de ces renseignements que je vous fournis aujourd'hui. Nous allons arrêter là cet épisode. Plus de détails, ce serait trop. Je vous remercie de votre attention et vous n'hésitez pas, vous souhaitez me contacter, questions, emmaledieu@constellation.lo. Faisons une pause et je vous invite pour un prochain épisode consacré exclusivement au droit pénal du numérique. Vous allez voir, c'est assez gratiné quand on s'y intéresse. Je vous remercie, à bientôt.